Bonsoir et merci de nous rejoindre à ce JDS, journal dimanche soir, journal qui sera marqué par les sujets suivants. Bloqué à Kaya, le convoi militaire français a rebroussé chemin sur Ouagadougou, entre tirs pour disperser la foule et blessés. Que s'est-il passé? Nos équipes étaient sur place. Vous aurez le point de la situation dans ce journal du dimanche soir. Et puis éducation. Les assises nationales de l'éducation officiellement débutées ce jeudi 18 novembre 2021 se sont achevées hier à Ouagadougou, une occasion pour les différentes forces vives de la nation de repenser l'éducation nationale. 3 jours de réflexion afin de parvenir à une éducation de qualité pour les Burkinabés. Nous échangerons sur son contenu. Et enfin, culture. Smarty vient de rééditer l'exploit de Yélène, entraînant un monde fou au stade municipal de Ouagadougou. C'était hier samedi 20 novembre, où l'auteur a tenu son premier concert historique après la sortie de son dernier album Odyssée. Les images dans ce JDS. Et vous aurez aussi droit dans la partie sport au résumé de ce que nous avons comme Ligue 1 Lonabé et prestations. Ceci dit, la première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, un convoi essentiellement composé de militaires français a été bloqué depuis jeudi 18 novembre dernier, par des manifestants à l'entrée de la ville de Kaya. Après 2 coups de feu, les manifestants seraient dispersés, mais ont vite repris position. Le bras de fer, lui, a continué entre les 2 protagonistes. Les forces françaises ont finalement rebroussé chemin sur Ouagadougou, sont les dernières nouvelles, où d'autres manifestants attendent d'ailleurs. Abdoul Rahim Nyenye pour ce point. C'est dans la discrétion de la nuit que le convoi logistique français, face à une population engagée et déterminée, a rebroussé chemin après près de 3 jours de tentatives vaines de traverser la ville de Kaya. Pour certainement échapper aux preneurs d'images, pas question d'allumer les phares des véhicules avant d'être éloignés de la zone. Durant donc tout ce temps, jour et nuit, les populations sont restées sur leur position. Pas question de laisser passer le convoi militaire parce qu'elles n'ont plus confiance à cette armée étrangère. Nous sommes là pour manifester, pour demander à l'armée française qui est en train de convoyer du matériel pour amener là où on ne sait pas, de répartir. On nous dit que c'est le Niger, mais ce n'est pas sûr que c'est le Niger. Puisque nous avons fait une remarque, chaque fois que l'armée française passe ici avec du matériel, quelques jours après, il y a des attaques à n'en pas finir. Et nous, on se pose des questions. C'est inadmissible. Ils ont du matériel sophistiqué pour nous aider si vraiment ils ont la bonne volonté. Donc, nous, sincèrement, nous n'avons plus confiance à eux. Nous n'avons plus confiance à eux. Voilà pourquoi nous sortons pour manifester, pour dire, si vous êtes là depuis des années pour nous aider et il n'y a pas de résultat, repartez, on va trouver d'autres partenaires. Il a fallu attendre jusqu'à 1h du matin, l'heure de départ du dernier camion, pour voir la démobilisation de la population qui avait à ses côtés le gouverneur de la région du Centre-Nord et le maire de la ville de Kaya. Des manifestants partiellement satisfaits du résultat de leur lutte. Ils viennent de prendre la route. Ils sont sur la route de Ouagadougou. Nous sommes très satisfaits de leur départ. Un peu plus tôt dans la journée du 20 novembre, les manifestants qui ont bravé les forces de l'ordre pour exiger à l'armée française de dévoiler le contenu des conteneurs ont été dispersés par des coups de feu qui viendraient des forces étrangères. Résultat, 3 blessés par balle évacués au CHR de Kaya. Vers 13h, là, nous, on a failli les faire sortir. Donc, à ce moment-là, ils ont ouvert feu sur nous. On était à peu près 3 blessés. Le plus grave, là, c'est moi qui est là. Il y a un petit qui est là aussi. Bon, depuis hier, on n'a rien gagné comme la santé aussi. Bon, on nous a donné des médicaments, mais pour le moment, ils ne sont pas venus nous soigner d'abord. Les organisations de la société civile qui ont appelé à cette mobilisation 72 heures durant s'en félicitent déjà et marquent leur engagement à poursuivre la lutte pour le départ des troupes étrangères de la zone sahélienne. Nous ne sommes pas entièrement satisfaits parce que notre objectif, c'est le départ pur et simple de l'armée française de la bande sahélienne. Partiellement, notre objectif est atteint. Notre objectif final, c'est le retrait pur et simple de la bande sahélienne. Nous avons plus de 5000 soldats
Barkhane dans la balle sahélienne. Et jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à résoudre cette crise-là qui nous oppose aux forces du mal. Et apparemment, toujours c'est nos éléments qui tombent et non leurs éléments. Le convoi qui a quitté Kaya en direction de Ouagadougou est toujours attendu dans les entrées de la capitale. Ignorant l'itinéraire exact du convoi, les organisations de la société civile ont barricadé les entrées de Ouagadougou, comme ici sur la route nationale 3. Ils veulent conduire le convoi eux-mêmes jusqu'à Abidjan, son lieu de départ. Retour sur ce plateau avec justement celui qui a eu à réaliser ce reportage, Abdoulrahim Niénié, bonsoir. Bonsoir Geoffroy. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Fatigué, parce que quand même depuis 2 jours, il n'y a pas de sommeil, c'est clair. Très fatigué. D'accord. On est aussi avec notre visage pour aborder cette question. Nous sommes avec Salif Nignan, qui est membre du bureau exécutif national de l'ODJ. Et rappelez que l'ODJ, depuis quand même 2016, a lancé ses journées anti-impérialisme. C'est bien pour cela qu'on les reçoit. Et l'ODJ, c'est l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso. Bonsoir, Nignan. Bonsoir, monsieur Va. C'est un plaisir aussi de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir aussi au niveau de l'ODJ d'être invité. Merci une fois de plus à True TV. Niénié, je me retourne vers vous pour avoir plus de détails sur le reportage qu'on a pu voir tout à l'heure. Je veux dire, ça fait en gros 48 heures que vous avez pu décoller de Ouagadougou pour Kaya. Et vous arrivez, depuis quelques heures déjà avant, on a déjà depuis Ouaga le retour de ce qu'il y a comme pression sur un convoi de forces françaises bloqué à l'entrée d'abord dans Kaya et qui rebrousse le chemin pour venir à l'entrée de Kaya. Quand vous arrivez justement dans la ville, les tensions sont déjà perceptibles. Oui, effectivement, il faut dire que nous sommes arrivés à l'entrée de Kaya, c'était à environ 5 km de la ville de Kaya, où la voie était barricadée déjà et les troupes françaises étaient encloisonnées dans un lieu privé un peu clos et qui était encerclé par les forces de défense et de sécurité, la police et la gendarmerie. Et dès notre arrivée, les revendications pressantes, c'était la libération du jeune qui aurait abattu le drone français. Donc le jeune a été interpellé par la police et mis en sécurité, ce que le gouverneur nous a dit après. Mais les populations exigeaient en fait sa libération parce que les populations se disaient que le jeune a été séquestré et qu'il avait été conduit même vers Ouaga. Et le gouverneur a rassuré les manifestants que vu donc les mouvements qui étaient autour du jeune, parce que ce qu'il a fait était un acte salutaire pour les manifestants. Donc, vu le désordre qui était autour, ils ont jugé nécessaire mettre en sécurité le jeune homme qui a été à la fin remis à ses parents qui sont venus le chercher. Vous dites quelque chose d'intéressant, c'est qu'au départ, dans les premières images que nous avions, on avait des forces françaises qui étaient face à la population. Mais quand vous arrivez, ils sont dans un genre d'encloisonnement privé, parce qu'il y a une entreprise de construction qui était pas loin, et donc dont le site a servi de base de retrait pour les armées françaises. Et puis il y avait nos forces qui étaient entre ces manifestants-là et les forces françaises. Mais quand on regarde les blessés, il y a un moment donné, on a l'impression que les manifestants ont tenté un assaut. Oui, effectivement, il faut dire qu'après le retrait, puisque le convoi rentrait dans la ville de Kaya, et quand le convoi s'est replié dans le lieu en question, le lieu a été encerclé par les forces de défense et de sécurité. D'accord. Et les manifestants voulaient coûte que coûte découvrir en fait le contenu des conteneurs. Et ils ont insisté. Apparemment, la police et la gendarmerie s'est retirée parce que les manifestants avaient commencé à lapider. Donc, ils se sont retirés. Et l'armée française s'est retrouvée donc nez à nez avec les manifestants qui les lapidaient également. Et ils ont fait des tirs de sommation, tirés en l'air plusieurs fois, mais les manifestants insistaient. Et ce qui a occasionné donc les tirs. On parle de blessés, vous êtes allé les rencontrer. On a l'impression que il n'y avait pas une prise en charge particulière. Bon, quand je suis arrivé à l'hôpital, au CHR de Kaya,
J'ai vu les 3 blessés. Ils m'ont dit que de leur arrivée à l'hôpital, ils ont reçu des calmants, ils ont reçu des produits et après ça, plus rien. Depuis aux environs de 13h, 14h, le 20 novembre, c'est-à-dire hier, jusqu'à aujourd'hui, à 8h où j'étais avec eux, le médecin spécialiste chargé de s'occuper d'eux n'était toujours pas là. Et j'ai plusieurs fois tenté d'avoir même une interview avec un docteur ou un médecin soignant. Ils ont dit que c'est un médecin spécialiste, c'est lui qui s'occupe de ces éléments, c'est lui qui pourra mieux me répondre. Mais comme c'est un jour férié, c'est dimanche, donc certainement que personne ne connaît son programme. Il va certainement venir, mais on ne sait pas à quelle heure. D'accord. Et parlons du gouverneur, parce que il était, on va dire, un peu entre le marteau et l'enclume. Certains, quand on voyait les retours qui nous étaient donnés, c'est comme s'il était avec les manifestants, mais en fait, il jouait un rôle d'apaisement. Oui, un peu difficile de dire que le gouverneur n'était pas avec les manifestants, vu sa proximité. Il était très proche des manifestants, il échangeait avec eux, il essayait de les calmer, et il leur disait, je suis avec vous, je vous comprends. Ils ne vont pas dormir ici, ils vont repartir, calmez-vous. Et parlons justement de ces manifestants. Vous dites qu'il y a plusieurs reproches, il y a le contenu même du convoi, et puis il y a la non-confiance en ces forces-là au regard des résultats. Mais tout part quand même aussi d'Inata, ce qu'on a eu comme chiffre dernièrement. Qu'est-ce qu'on entendait vraiment comme reproche sur le terrain? Parce que n'oublions pas que Ouagadougou et beaucoup d'autres villes de l'intérieur du pays avaient eu des manifestations, genre quelques heures avant, et on a vu même ce qui est de la place de la Révolution. Je pense que vous y étiez aussi. Yes. On avait des messages qui étaient pluriels. La France doit partir, le président du Faso, lui, doit démissionner. On avait plein de messages de ce genre-là. À Kaya, qu'est-ce que c'était? À Kaya, par contre, ce qu'on a pu constater, le message, c'était spécifiquement le départ de la base où il y a des militaires français. D'accord. De la zone sahélienne en général. Parce que quand je leur ai demandé, mais le convoi est en train de passer juste pour aller au Niger, il ne reste pas au Burkina. Ils ont dit non, nous n'avons pas confiance. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont vraiment au Niger? D'accord. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils ont laissé entendre qu'à chaque fois qu'un convoi de ces gens-là passe, il y a des attaques dans la zone. Donc, ils n'ont plus confiance à l'armée étrangère qui fait passer de l'armement dans la zone. Il se dit peut-être qu'il y a d'autres parties de l'armement qui restent au Burkina qui peuvent peut-être servir aux terroristes à attaquer. Justement, sur ce volet-là, après le départ du convoi, vers 1h, 2h du matin, ils sont restés sur place. L'endroit en question, ils ont fouillé l'endroit pour voir si ils n'ont pas laissé quelque chose avant de partir. Donc, ça veut dire vraiment qu'il y a beaucoup de suspicions. Beaucoup de suspicions. Je vais me retourner vers Salif Nignan, notre autre invité. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif national de l'ODJ. Et j'ai dit que l'ODJ, depuis 2016, lançait tout de même des journées anti-impérialisme. Et on vous s'est coutumier de ce discours-là, non aux forces étrangères, tant à Ouaga que dans les pays de la zone sahélienne. On voit aujourd'hui l'évolution des choses avec un convoi qui n'arrive plus à traverser même le pays. Dites-moi, comment vous accueillez ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous en êtes acteur? Merci beaucoup. Comme on l'a dit, c'est ceux qui ne sont pas à côté des populations qui ne comprennent pas ce qui se passe. Au niveau des militants de l'ODJ, nous ne sommes pas surpris, encore moins étonnés de ce qui se passe au niveau, effectivement, de notre pays, plus particulièrement ce qui se passe au niveau de Kaya ou ailleurs. Voilà, ça, comme vous l'avez si bien dit, c'est 2016, c'est-à-dire on avait institué des journées qu'on appelle les journées anti-impérialistes, où on revenait à tout moment sur les instruments de domination de notre peuple par la France à travers effectivement la monnaie, à travers les questions économiques, à travers les questions militaires, les questions culturelles. On a essayé d'expliquer aux populations le bien fondé effectivement de la libération de notre pays. Et donc, il y a certains qui sont beaucoup surpris parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Les gens sont dans l'élite, il y a une élite qui est là, ils ne savent pas qu'en fait les populations
ont besoin effectivement de comprendre les choses. Et aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que non, c'est venu comme ça. Non. Quand vous prenez l'ODJ, nous tournons dans tous les villages et les recoins du Burkina, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a ce qu'on appelle les caravanes. Les caravanes qu'on organise, et à tout moment, dans les villages, nous essayons d'expliquer le plus simplement possible la domination étrangère sur notre pays. Quand on prend les paysans, on leur explique, votre coton là, il est acheté à ce prix, peut-être à 150 francs ou bien à 200 francs. C'est parce que effectivement la Sofitex est affiliée à la CFDT, qui est une filiale française, qui fait de sorte que notre coton là n'est pas transformé au Burkina. Et ce qui fait que notre pays ne peut pas s'en sortir. Mais si on ressent la chose sur la question sécuritaire aujourd'hui, on a vu que il y a eu plusieurs attaques qui ont achevé peut-être d'exacerber un peu chez les populations, un courroux qui était latent. Mais au fond, c'est des attaques qui ont lieu sur notre sol. C'est au constat en tout cas le calibrage qui n'est pas si intéressant aussi pour ce qui est de notre offre, je parle de celle du Burkina, de son armée elle-même face à ce terrorisme-là. Et puis tout à l'heure, on écoutait Nyenye qui disait des choses assez intéressantes de populations qui sont dans des suspicions très fortes et tout. Est-ce que au fond, concernant ce sujet-là, il n'y a pas une responsabilité déjà à dégager de notre part? Si les responsabilités il doit y avoir, c'est au niveau des valets, ce que nous appelons les valets locaux, les représentants de la France dans notre pays. Vous savez bien que le Burkina Faso n'est pas un pays indépendant. Et de ce point de vue, tous les présidents qui sont succédés au Burkina Faso ont été pistonnés. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ont été pistonnés par la France. De sorte que les populations aujourd'hui sont en déphasage avec les décisions que les dirigeants prennent. La question militaire, la France est venue s'installer au Burkina en 2010-2011. En ce moment, on ne parlait pas d'attaque au Burkina. Mais subitement, jusqu'à ce que, du moins, les attaques arrivent et on n'arrive pas à guérir le mal. Si vous, monsieur, vous prenez des comprimés ou bien un médicament pour soigner votre mal et le mal ne fait que s'empirer, est-ce que vous allez continuer toujours à prendre le médicament? Vous devez changer de produit. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, on s'est rendu compte que la France joue un jeu trouble. Les Français qui sont au Burkina depuis des années, qui ont des drones de capacité extraordinaire, comme on le voit dans les documentaires qu'ils nous présentent, avec des chars de combat extraordinaires, on se rend compte qu'effectivement, ces drones n'arrivent pas à avoir des meutes de terroristes qui se déplacent avec des engins, des pick-up, des véhicules de tous ordres, et que dans ce désert-là, les France ne les voient pas. Et quand on veut parler, on dit non, ce n'est pas la France est venue pour nous aider. Nous disons qu'après avoir fait le bilan de ce qui s'est passé, nous disons que la France a montré ses limites. Elle a montré ses limites et elle doit dégager. C'est simple. Si on vous dit de dégager, vous venez pour aider quelqu'un, il vous dit non, il ne veut pas. La moindre des choses, c'est de partir. Mais pourquoi la France s'entête à rester? Parce qu'elle a intérêt à rester. Parce que la France a des services au Burkina. Quand vous prenez même au niveau de la télécommunication, il y a une coïncidence troublante. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, tous les réseaux de télécommunication, au niveau effectivement des réseaux sociaux, en dehors de Wi-Fi, ça ne passe pas. Et comment ça veut dire qu'il y a quand même une coïncidence? Et quand vous prenez par exemple Orange, c'est France Télécom. Vous prenez Move Africa, c'est lié à Marac Télécom, qui est aussi une filiale de France Télécom. Donc, quand vous prenez ça, vous comprenez le danger. Oui, mais c'est pas le seul réseau qu'on a. Moi, je veux dire, vous disiez à un moment donné, quand arrive la question du terrorisme, on se rend compte que on est beaucoup plus fragile et que ceux qui sont venus nous aider ne parviennent pas à inverser la tendance avec nous. Mais quand vous dites ça arrive, on est tous observateurs de notre scène politique. On sait que il y a eu un onde de choc qui est celui de la fourmilière libyenne qui a été frappée. Ça, c'était la conséquence. Donc, chacun de nos pays devrait aussi arrimer son offre à ce qui est en train de venir comme menace. Alors qu'on avait nos armées, je ne dirais pas forcément qui étaient seulement déstructurées, mais qui avaient une mission qui n'était pas celle de défendre nos États comme on le veut aujourd'hui. Très bien. Là, vous apportez de l'eau à mon moulin. La Libye. Qui a frappé la Libye? C'est la France. Et ses amis. Pas que.
c'est la France et ses amis. La France de Nicolas Sarkozy et ses amis. C'est connu. Et donc, si vous frappez la fourmilière et les fourmis se propagent dans la sous-région, vous en êtes responsable. Deuxième élément, j'ai dit, nous, notre combat qu'on mène là, ce n'est pas contre seulement la France. C'est aussi avec ses appuis dans notre pays. Parce que la France, il a des relais qui font le travail. Et nous disons que quand vous avez parlé de nos unis anti-impérialistes, en 2019, quand nous avons demandé à ce que les jeunes sortent pour pouvoir dire à Macron que sa présence, on n'est pas d'accord, mais vous avez vu ce que le pouvoir a fait. La campagne que le pouvoir a développée pour nous empêcher de manifester. Je me rappelle encore un de la majorité présidentielle du nom de Maître Benoît Sankara qui a dit que l'impérialisme est fictif. Ce n'est pas une réalité. Aujourd'hui, les gars de Kaya, de Burkina, profonds, ont compris que l'impérialisme est une réalité concrète. Et c'est pourquoi ils ont commencé effectivement à dire il faut que ça s'arrête. Quand on prenait le président Roch, quand les jeunes ont commencé à manifester, Macron est sorti les convoquer à la télé. Les dit de rejoindre Dapo. Dardar, ils sont partis. Quand ils sont sortis là, les Roch l'ont dit quoi? Le président Roch Kaboré, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils sont d'accord avec la France. Puis Macron a dit de venir dire s'ils sont pour ou contre la présence de l'armée française. Ils sont sortis, ils disent qu'ils sont compris, ils sont pour. Alors que le peuple n'est pas pour. Si le peuple n'est pas pour, ça veut dire que le président Roch ne prend pas en compte les intérêts du peuple burkinabé. De ce point de vue, le peuple burkinabé a le droit de demander effectivement, non seulement que lui et ses maîtres là puissent dégager. C'est pourquoi nous disons qu'il faut aller au loin. Et pourtant, on a entendu Emmanuel Macron, président français, dans l'un de ses discours, dire que pour ce qui est du Burkina, le président, donc il faisait allusion au président Roch Kaboré, avait lui décidé, pour ce qui est de son sol, de faire son offre tout seul. C'était un genre de critique. Qui a fait son offre seul? Je n'ai pas compris cette partie. Il disait, parlant du président Roch Kaboré, oui, contrairement au Mali et autres, il y a que, pour ce qui est de son sol, donc le sol burkinabé, le président a décidé d'aller tout seul avec son armée. C'est pas vrai. Quand vous suivez chaque jour là, vous allez voir la presse qui dit que, à la demande du gouvernement burkinabé, Barkhane est intervenu ici. À la demande de la fois dernière, je lisais un de vos confrères qui disait que, après l'attaque de Inatan, un avion, certainement un avion porteur, a amené la logistique et l'unité spéciale de la gendarmerie à Nathan. Donc vous voyez, c'est pour dire que nos présidents là, je vois, ça me fait sourire quand je vois certains qui disent que le président Kaboré était un anti-impérialiste. J'ai dit, tiens, s'il est anti-impérialiste, c'est simple. Il publie les accords qu'il a signés. Et voilà, moi je ne suis pas d'accord. Voici les accords que la France a signés avec moi, mais moi je ne suis pas d'accord, je dénonce ça. Et on verra. Pourquoi il ne le fait pas? Dernière question. Parce qu'il est en complicité avec la France. Dernière question vous concernant. Je sais que c'est depuis 2016, je le disais, vous avez commencé vos journées pour dénoncer toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance? Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, on regarde un peu ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, il y a les images qu'on a pu partager grâce à Niénié, avec qui je vais venir tout à l'heure d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution? C'est comme ça qu'on va régler le problème? Je pense déjà qu'on n'a plus besoin de dire si le message passe ou pas. Est-ce que vous imaginez avant, 10 ans en arrière, que les paysans, des ouvriers, des gens qui ne savent peut-être pas lire, que les gens méprisaient? Quand vous voyez les réseaux sociaux, bien certains s'assoient dans leurs petits coins, et puis ils disent, les populations là, ils foutent la merde, ils manifestent au hasard. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas là où on part. Notre peuple là a pris conscience. Et ce n'est pas des excitations de petits groupuscules dans des coins qui vont les faire arrêter. Ça, ce n'est rien d'abord. Hein. Ça, ce n'est rien d'abord. C'est-à-dire que les populations ont passé la phase théorique sur l'impérialisme à la phase pratique. Et ça, bloquer un convoi là, ça, ce n'est rien. Vous pensez que si on dit que l'armée française de dégager, vous pensez que c'est bloquer convoi seulement? Ce qu'on est en train de constater, c'est beaucoup plus, et si je dis ça revient après Inata, c'est-à-dire que c'est des frustrations qu'on a du moment. C'est dire que c'est une construction dans le temps, ça c'est un autre débat. Ah non, mais on ne se lève pas comme ça de façon brusque et puis on commence à manifester. Hein. C'est un travail. Pourquoi ils ne sont pas levés venir nous attaquer à vous ou bien à quelqu'un d'autre? Ils disent que c'est la France. Et puis ils disent que non, c'est le président Kaboré. C'est parce qu'il y a eu un travail d'éducation qui a été fait. Et de ce point de vue-là, si ce travail a été fait, et nous continuons à le faire, vous allez voir les populations vont comprendre correctement l'ennemi
principal et l'ennemi secondaire. Nous disons que aujourd'hui, le Burkina Faso, notre peuple, il faut être fier. Et la jeunesse, nous la félicitons et nous disons de poursuivre en organisant davantage la lutte là, parce que ça sera une lutte très dure. C'est une lutte longue. Ça sera dans le feu, dans le sang que nous allons le faire. Et mais ça, là, vous êtes en train de prévoir un lendemain sombre. C'est parce que les Burkinabés. Vous voyez la grossesse. Une grossesse là, à la fin, quand la femme là, porte la grossesse pendant 9 mois, à la fin, quand il accouche là, il y a le sang qui coule, mais on fait des baptêmes après. C'est pourquoi on est fiers. Toute société, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une nouvelle société, il va falloir effectivement qu'il y ait des souffrances, il faut qu'il y ait des combats. Et Norbert Zongo disait, la France, telle que vous la voyez, quand il envoie ses troupes en Afrique, c'est pas pour planter des arachides, c'est pour défendre ses intérêts dans le feu, pas le feu et le sang. Et de ce point de vue, je reviens vers Abdoulrahim Niénié. C'est vrai qu'on s'intéressait à votre mission, vous êtes arrivé à Kaya et tout, mais il y a la petite histoire aussi du retour. Parce que le retour n'est pas si simple. Parce qu'on a l'impression que bon, c'est fini, ils ont rebroussé chemin, mais apparemment, Ouagadougou et ses entrées sont bloquées parce qu'ils attendent encore le convoi. Bien évidemment, parce que le convoi a pris la direction de Ouagadougou aux environs de 1h du matin, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 14h, quand je rentrais, le convoi n'était toujours pas à Ouaga. Et les manifestants disaient, bon, autour de la ville de Ouaga, que le convoi peut-être s'est caché quelque part. Mais vous avez tenté pour entrer dans Ouagadougou, il y avait plusieurs genres de blocages à plusieurs lieux de Ouaga. Après Lumbila, c'était très difficile de rentrer à Ouagadougou. Donc on a dû rentrer dans les non-lotis, à Nyoko 2, je pense, rentrer dans les non-lotis, essayer de contourner un peu les barricades, mais franchement ça a été très difficile. On a passé 1 heure du temps à contourner et après on s'est retrouvé devant d'autres jeunes qui avaient aussi barré la voie. Et là, il fallait négocier parce qu'il n'y avait pas de possibilité vraiment de contourner. Donc, après négociation, on a pu passer. D'accord. Et donc, c'est dire qu'on a l'impression que l'épisode n'est pas terminé. Même rebrousser chemin risque d'être encore compliqué. Ça risque d'être compliqué parce que les manifestants autour de la ville de Ouagadougou ont dit que rien ne prouve qu'ils sont vraiment en train de repartir. Donc, ils veulent avoir la certitude que le convoi va repartir à Abidjan avant de les laisser partir. D'accord. Bon, c'est une actualité qu'on va continuer de suivre et puis en savoir l'évolution. Merci bien d'être passé sur notre plateau, Salif Nignan. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif national de l'ODJ. Merci d'être passé. Merci. Et puis Abdoulrahim Niénié, merci aussi pour les images que vous avez pu partager avec nous et cet élément intéressant. Nous allons nous continuer sur JDS, journal du dimanche au soir, avec une autre actualité. C'est celle de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, qui a qualifié l'attaque d'Inata du 14 novembre dernier l'attaque la plus honteuse et invite le président du Faso à prendre des mesures urgentes. C'était lors d'un point de presse qui s'est tenu hier 20 novembre et c'était la première conférence entièrement consacrée à la situation sécuritaire après son congrès constitutif. Abdoulrahim Niénié pour le point. L'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, invite le président du Faso, selon ses termes, à secouer le cocotier au regard de la situation sécuritaire marquée par des dysfonctionnements au sein de l'armée. Cela afin d'écarter de l'armée les militaires jugés inutiles et confier le commandement aux plus jeunes qui ont fait preuve de patriotisme lors du coup d'État de 2015. Pour Maître Benouéné Sankara, l'intégration des anciens éléments du régiment de sécurité présidentielle RSP est en partie la cause de ce dysfonctionnement dans l'armée burkinabé. Et entre autrement, quand nous avons exigé la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, ces éléments-là, ils sont où? Ils sont encore dans l'armée. Peu ont été radiés en tout cas. Pourquoi on avait demandé la dissolution? C'était du fait de comportements anti-républicains. Mais quand on parle de sabotage, comme cela a été dit, il y a un problème dans l'armée. Et ce problème-là, s'il n'est pas réglé, vous n'avez pas la sérénité dans l'armée. Et moi je pense qu'il faut effectivement restructurer l'armée. Nous avons dit qu'il faut secouer le cocotier
il faut prendre les mesures les plus énergiques. Nous dénonçons justement cette armée bureaucratique qui pense qu'on peut gagner la guerre en étant dans des salons feutrés. C'est pas possible. Voilà pourquoi nous disons haut et fort qu'il faut aller vers la mise à la retraite de tout ce qui est inutile, que nous appelons le bois mort. Nous l'avons dit haut et fort. Les militaires pourris, les militaires corrompus, la patrouille ou la mort, nous vaincrons. Dans la lutte contre le terrorisme, plusieurs mesures ont été prises, dont la loi de programmation militaire. Malgré tout, les attaques sont de plus en plus récurrentes avec leur lot de victimes civiles et militaires. L'UNIR MPS invite donc le chef de l'État à user de toutes ses prérogatives constitutionnelles, instaurer l'état de siège dans les régions fortement touchées et l'état d'urgence dans les autres régions. Nous avons proposé l'état de siège dans les zones où il y a déjà l'état d'urgence. La conséquence serait que les prérogatives dévolues à l'autorité civile seront dévolues à l'autorité militaire, avec bien sûr comme autre conséquence l'installation de juridictions militaires dans ces zones-là. Pour l'état d'urgence dans les zones qui n'ont jamais été en réalité objet de ces mesures-là, c'est pour parer à toute éventualité. L'UNIR MPS a par ailleurs invité l'ensemble de la classe politique et les populations à ne pas se tromper de combat, mais à fédérer plutôt leurs efforts contre le terrorisme. Autre actualité qui a marqué donc cette semaine, c'est dans le domaine de l'éducation. Les assises nationales de l'éducation qui ont été officiellement lancées jeudi dernier, 18 novembre, qui se sont achevées hier à Ouagadougou. Une occasion pour les différentes forces vives de la nation de repenser l'éducation nationale. Donc 3 jours de réflexion afin de parvenir à une éducation de qualité au Burkina Faso. Que retenir de ce rendez-vous? La réponse. Les acteurs du monde de l'éducation se sont donné 3 jours pour refonder le système éducatif et bâtir une école nouvelle pour le Burkina Faso. Après ces 72 heures de travaux, les participants ont échangé sur 10 thématiques. Des modules sur lesquels ces participants ont apporté des propositions et solutions. Recommandation a été faite par le syndicat de mettre en place des structures de dialogue au niveau central et déconcentré afin de valoriser le dialogue permanent. Des propositions ont été également faites, notamment pour ce qui concerne la promotion des langues nationales et la gratuité de l'éducation aux préscolaires. Pour ce qui est par exemple des langues nationales, il a été proposé que les différents documents d'application, les textes d'application de la loi d'orientation portant officialisation et promotion des langues nationales qui a été adopté donc en mai 2019 puisse être donc rapidement adopté et un engagement sur le financement de l'éducation. Mais ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est que toutes les communautés s'engagent effectivement donc à aller vers un pacte pour le renouveau du système éducatif, mais aussi la sensibilisation des communautés à la contribution à la gratuité. Parce que quand on dit gratuité pour les gens, bon, je mets mes enfants au monde et puis le gouvernement doit s'en occuper. Certains points n'ont pas fait l'objet de consensus. Il s'agit notamment de la question de carrière des enseignants. Selon le secrétaire général du SINAFEB, Robert Koudougou-Kaboré, un statut a été adopté par rapport à cela, une mesure qui n'est pas du goût de ce syndicat. Si vous voulez relever le niveau de recrutement des enseignants, il faut que sur toute la ligne, on puisse avoir un relèvement. Nous ne sommes pas d'accord avec le statut particulier dont ils ont adopté, qui en réalité a bloqué les carrières de beaucoup d'argent. Ça fait bientôt 4 ans, vous bloquez les carrières, vous ne faites rien pour améliorer et vous bloquez d'autres personnes même au niveau de leur évolution. Le Premier ministre se dit satisfait de l'organisation de ces assises qui a été à la fois inclusive et participative. Il a pris l'engagement en tant que chef du gouvernement de travailler afin que l'école retrouve sa mission première qui est de former des Burkinabés responsables, travailleurs, patriotes et ouverts au monde. Ce que je retiens de positif dans tout ce mécanisme qui a été mis en place par le ministre en charge de l'Éducation nationale,
c'est qu'il a permis de fédérer les points de vue de l'ensemble des forces vives de notre pays autour de la question de l'éducation. Nous devons travailler à faire en sorte que l'éducation soit le socle de la transformation de notre économie. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est de voir avec tout le monde. Le chef du gouvernement a aussi engagé le ministre de l'Éducation nationale à élaborer une feuille de route de la mise en œuvre des recommandations et conclusions issues de ces travaux en vue de les soumettre au gouvernement dans de meilleurs délais. Nous passons à présent à la partie économie de ce JDS. Rubrique économie, et comme il est logique en cette frange du JDS, je reçois David Nana. Bonsoir David. Bonsoir Joufava. Plaisir de vous recevoir ici. Plaisir toujours partagé. D'accord. On a deux actualités qui vous ont marqué pour ce qui est de la page économie en cette semaine. Tout à fait. Nous nous sommes intéressés donc à ces deux actualités, comme vous l'avez dit. La première, va concerner une promotion des relations, notamment la relation chinoise et burkinabé, des jeunes qui disent vouloir mettre en avant et promouvoir ces relations-là à travers un festival qu'ils veulent organiser, et c'était lors d'une conférence de presse qu'ils l'ont annoncé. D'accord. Et on va commencer d'ailleurs par cette première actualité. C'est l'initiative du CJPC Burkina Faso. Il s'agit du Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé. Et la rencontre, parlant du point de presse, c'était le samedi 20 novembre à Ouagadougou. Et c'est Saint-Gé Kouma et Nadine Zongo qui, par sa voix, nous donnent le détail pour ce qui est du contenu de ce rendez-vous, de ce point de presse. Les secteurs de la culture et de l'innovation connaissent de multiples difficultés malgré les efforts consentis par le gouvernement et les différents partenaires, surtout sur le plan financier. Pour cette deuxième édition du Festival de la coopération sino-burkinabé FESCO-SB, le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé, CJPC-BF, entend informer la jeunesse sur les possibilités de financement qui s'offrent à eux. L'objectif que nous voulons atteindre à la sortie de cette conférence de presse, c'est d'amener tous ces jeunes-là, aujourd'hui qui sont dans le domaine de l'innovation, à savoir qu'il y a de ces institutions au Burkina Faso aujourd'hui qui peuvent les financer. Voilà. Et donc à travers cette conférence de presse, c'est de leur faire savoir qu'il y a un festival au cours duquel il sera question de leur enseigner sur ces différents domaines, notamment des financements sur les projets qu'ils peuvent avoir dans le domaine de l'innovation. Cette année, le FESCO-SB connaît des innovations majeures, notamment en ce qui concerne les distinctions. Pour cette édition, nous avons ajouté encore 2 distinctions, notamment la personnalité d'honneur et la personnalité de la communauté de destin. Pour ceux qui suivent l'actualité au niveau de la Chine, vous savez que la philosophie de la communauté de destin est un élément très important pris en compte au niveau de la Chine, qui vise vraiment à unifier le monde entier sur la même vision. Et donc pour nous, toutes ces personnes-là qui interviennent dans le renforcement des relations entre la Chine et le Burkina, qui ont entre la Chine et l'Afrique, et de façon générale entre la Chine et le monde, qui rentrent en ligne de compte avec cette philosophie, nous avons identifié ce nombre de personnes qui interviennent dans ce sens-là pour pouvoir les décerner cette distinction. Au cours de ces échanges, la problématique du Covid-19 s'est invitée dans le débat. Au dire des premiers responsables du club, des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé, CJPC-BF, il est l'obstacle principal qui entrave la bonne marche de leur coopération avec la Chine. Coopération donc Chine-Burkina qui est promue ici à travers cette initiative-là. Ça fait quand même 3 ans qu'on est on va dire en coopération renouée. Est-ce qu'on peut retenir que du positif? Beaucoup plus de positif que du négatif, parce que c'est une relation assez gagnante, comme lorsqu'on préparait cette émission. Certains chiffres en disent long. Déjà la première année, en 2018, quand on passait en 2019, on était à peu près à 315 millions de dollars, donc en termes de flux d'échanges bilatéraux, en termes d'échanges commerciaux. Donc c'est énorme quand même. Et déjà après cela, en 2020, on est à 400 millions de dollars, donc ce qui signifie que c'est une relation qui est au beau fixe. On peut retrouver la loi du marché là-dedans, chacun tire profit, c'est un échange, une relation gagnante, et puis chacun
va chercher à avoir son égoïsme, et puis vers la fin on trouve un intérêt général qui est assez intéressant pour les deux parties. Et vous l'avez dit, ce serait aussi pas tout à fait commode de ne pas revenir aussi sur le fait que ces relations entre la Chine et le Burkina étaient interrompues depuis 1997. Il fallait attendre jusqu'en 2018, comme vous l'avez si bien dit, pour revoir cette relation-là qui a renoué. Mais en termes de chiffres aussi, dans l'éducation, dans un peu plusieurs domaines, il y a de la matière à tirer. On note par exemple environ 113 complexes scolaires qui ont été construits depuis cette nouvelle relation-là, des centaines de bourses allouées à des étudiants, des coopérations aussi en termes d'échange de partage d'expérience. On l'a vu notamment avec Covid-19 où des professionnels de la santé chinoise échangeaient leurs compétences, leurs expériences avec ce burkinabé. Donc c'est dit qu'il ne tient qu'à chacun, particulièrement pour notre État, de tirer, n'est-ce pas, profit de ces échanges-là. J'ai dit 2 éléments qui vous ont marqué cette semaine. Le deuxième va concerner le secteur bancaire. Vous savez que le taux de bancarisation en Afrique de façon générale et particulièrement au Burkina Faso est assez faible. Et là, c'est un auteur qui se lance dans un essai. Il essaye de simplifier la banque, pour ne pas employer le terme démystifier, à travers un livre de 200 pages dans lequel il revient sur certaines terminologies liées à la banque. Et donc, c'est ça qui nous a intéressé aussi comme deuxième actualité. Et le reportage nous est proposé par Yacine Savadogo. La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école, c'est le titre de l'œuvre du cadre supérieur de banque Nabi Issa Coulibaly. Subdivisé en 5 chapitres, ce livre s'inscrit dans une démarche pédagogique qui contribue à combler les écarts entre les attentes et l'expérience vécue par tous. Par le métier et par mes activités parallèles, j'ai constaté que jusqu'à présent, que ce soit les élèves fonctionnaires, les clients et les fonctionnaires, ils vivent des difficultés au quotidien dans la relation avec leur banque. Tantôt animés par des préjugés, tantôt ignorance complète. Il est également de mon devoir de donner la bonne information simple à ces cibles-là pour que chacun à son niveau ne passe plus 20 ans, 30 ans de carrière sans connaître le partenaire financier au quotidien. Ce partenaire indispensable, mais qu'en réalité, ils ne connaissent pas. Selon l'auteur du livre, le document constitue une source d'information pour tous ceux qui s'intéressent au secteur bancaire. Ce livre-là veut être un chemin éclairé pour les clients, une ressource pédagogique pour les étudiants, un guide pour les agents de banque et dans une certaine mesure également une source d'inspiration pour tous ceux qui enseignent dans le secteur de la finance et toute autre personne qui est intéressée par le sujet de la banque, parce qu'il est temps pour les clients de profiter de la banque que de continuer à penser que c'est la banque qui les exploite. Ce temps doit être révolu et le client doit prendre le pouvoir sur le secteur financier. La cérémonie de présentation du livre avait pour parrain le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso, Jakaria Ouattara, directeur général de Coris Banque Internationale. Il a félicité l'auteur de l'ouvrage, d'autant plus qu'il va apporter un changement qualitatif dans la relation entre les banques et leurs clients. Cet ouvrage donne en réalité tout ce qu'il faut comme valeur, tout ce qu'il faut comme engagement, tout ce qu'il faut comme formation pour pouvoir embrasser une carrière de banquier afin de contribuer au développement de notre pays. En tout cas, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier notre confrère qui a écrit cet ouvrage. Et je crois que c'est un ouvrage qui se laisse lire, qui est très facile d'ailleurs à lire et qui va faire, en réalité, en tout cas à mon avis, qui va être un outil utile pour l'inclusion financière, mais aussi va permettre véritablement de changer les relations entre la banque et leurs clients. La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école, est un livre déjà disponible sur le marché. Son auteur, bien ancré dans le secteur bancaire, a occupé des postes de responsabilité à Ecobank. Il a été aussi directeur général de la Poste et administrateur au conseil d'administration de Coris Banque Internationale. Nabi Issa Coulibaly, belle œuvre, et on va dire c'est quand même rare de voir des professionnels du métier écrire sur le quotidien de ce qu'ils font. Et ce qui est intéressant, c'est adresser à la fois aux professionnels donc, de la banque, aux clients et étudiants, donc ceux qui ont envie d'embrasser cette carrière-là.
C'est comme il a dit lui-même, hein, c'est une approche pédagogique qui combien vient lever certaines opacités en termes d'informations concernant la banque. Je l'ai dit, nous l'avons dit lorsque nous lancions l'élément que le taux de bancarisation étant faible au Burkina Faso, c'est vrai, et c'est d'ailleurs le cas partout en Afrique. Et l'une des raisons qu'il explique aussi, c'est le fait de la méconnaissance de la banque en fait. Il a dit si bien dans son œuvre, et quelque part où j'ai beaucoup aimé, il a dit la relation entre un client et sa banque, c'est un peu une relation entre une femme et un homme. La relation chez nous s'entretient toute une vie pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est dit qu'il y a des moments où il y a des hauts, mais il y a des moments où il y a des bas. Le client devrait être à mesure de comprendre, tout comme la banque aussi devrait par moment être à mesure de comprendre. Donc je dirais que c'est une œuvre qui sans doute va être une approche pédagogique pour permettre de comprendre davantage la banque, parce que vous le savez, c'est parfois difficile pour les professionnels. Ils comprennent la chose, mais l'expliquer, rendre à celui qui n'est pas professionnel, c'est pas toujours du donner. Et je pense que c'est un exercice dans lequel il s'est lancé depuis 2015 et c'est déjà à saluer. Ça, il a ouvert, il a jeté les jalons. D'autres pourront peut-être emboîter le pas. En tout cas, c'est une œuvre de très belle facture que nous avons pu parcourir en certains endroits, en tout cas. Merci bien, David Nana, d'être passé sur ce plateau. Après la partie économie de ce JDS, on passe à celle culture. Nous le disions en titre, dans la partie culture, on dira que c'est chose faite. Après 2004, avec le groupe Yélène, Smarty vient donc de rééditer l'exploit entraînant un monde fou, carrément au stade municipal de Ouagadougou. C'était hier samedi 20 novembre où il a pu tenir donc son concert historique. Il faut le rappeler, c'est après la sortie de son dernier album Odyssée, et c'est Maxime Jean-Eudes de Bambara qui nous en fait le point. Des événements culturels de l'année 2021 les plus réussis, ce concert en fait partie, sinon en est le premier. Pourtant, rien n'était gagné d'avance à moins d'une semaine de l'événement. Passé à 2 doigts d'être reporté en raison du deuil national consécutif à l'attaque d'Inatar, ce rendez-vous aura finalement tenu toutes ses promesses en termes de prestations artistiques mais aussi de sensations. Après une première partie assurée par des artistes comme Players, Oskimo, Imelda, Simon, Ombre Blanche, Consonne et Voyelle, Bamroad et son fils, le prix découverte RFI 2013, l'auteur de Odyssée fait son entrée sur la scène aux environs de 22h, devant un public conquis à sa cause. Dans les gradins, c'est l'extase et sur la pelouse, le public est en ébullition. Entre ambiance et méditation, l'artiste fait un clin d'œil aux forces de défense et de sécurité, à qui ce concert est d'ailleurs dédié. Hommage est donc rendu à toutes les victimes des attaques terroristes. Dans le cœur des uns et des autres. Je demande pardon à Dieu afin qu'il protège nos frontières. Je demande pardon à Dieu afin que les fils et filles du Burkina Faso puissent se regarder droit dans les yeux, malgré leurs différences, s'accepter. À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci. Ce concert fut également un moment de communion entre anciennes générations de rappeurs comme Smokey, Doudenji, Frère Malcolm, Sa Majesté Askoy et les jeunes rappeurs comme Yang Sed, Alirich, Toxa, Amzi, Kayawoto, entre autres. La plus grande surprise de la soirée aura été sans doute l'entrée sur scène du groupe Magic System. Les éléments de ce groupe étaient d'ailleurs attendus par les fans sur le titre Voyager. Après le show des magiciens, la soirée connaît son apothéose avec le titre RAP de l'album Odyssée.
Et c'est un Smarty rageux qui a livré toutes ses émotions dans cette chanson qui a fait du buzz dans le monde du showbiz burkinabé. Un titre à travers lequel l'artiste a une fois de plus fait montre de son talent et démontré qu'il n'a plus rien à prouver dans le rap burkinabé. Oui, je suis content, honnêtement, je suis satisfait. Je suis très heureux, mais je pense que c'est, en toute humilité, je dirais, c'est le début. Ce n'est qu'une étape. Pour moi, ce n'est qu'une étape. Je pense que les Burkinabés peuvent encore montrer beaucoup plus. Mais je pense que, honnêtement, ils m'ont élevé à un niveau où je suis dépassé. Je suis très heureux. Je sais de maîtriser mes émotions, mais je pense que, honnêtement, j'ai envie de crier, j'ai envie de dire que yes, on y est arrivé, mais pas uniquement par ma seule énergie. Concert de haut niveau, concert d'une autre dimension, concert BON. Les qualificatifs ne manquent pas pour résumer l'événement. Concert de très très haut niveau. Pour moi, c'est le concert de l'année en tout cas. Et payer 20 000 ou 25 000, on ne regretterait jamais. J'ai beaucoup aimé le concert et c'est du BON. Franchement dit, l'artiste a mûri, l'artiste a beaucoup de choses à montrer aux yeux du monde. Et sur l'album, je n'ai pas de préférence. Sur l'album, je n'ai pas de préférence. Tout l'album est de belle facture. Chaque titre a son message. Chaque titre édique. Rien à dire, je n'ai pas de titre préférence dans cet album. C'était bien, j'ai aimé, j'ai passé une belle soirée et tout, voilà. Merci à Smarty et à toute l'équipe et tout, à tous les musiciens et autres, voilà. C'était bien, j'ai aimé, j'ai adoré. On était dans le début d'une autre dimension qui s'ouvre pour l'Afrique, pour ses fils, pour ses enfants, pour balayer la dimension des années 60. Pour installer la dimension des années d'aujourd'hui. L'année d'aujourd'hui, c'est les enfants d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y avait plein de jeunes, mais nous étions dans un rituel. C'était pas, on appelle ça concert musicalement, artistiquement, mais on était dans un rituel où la dimension était élevée, mais l'être qui nous chantait était habité, et par Dieu, et par nos ancêtres, et par les divinités supérieures. Les détails, Smarty ne les a finalement pas banalisés, mieux, il les a analysés, surpassé ses peines pour relever ce double défi de la tenue effective de son concert, mais aussi celui de la mobilisation qui ne sera peut-être pas le dernier. Smarty donc qui allait remporter cet autre succès au stade. Nous allons terminer avec la page sport de ce rendez-vous JDS. Et dans cette partie sport, je suis avec Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. On a notre Ligue 1 Lonabé et auquel on va s'intéresser. Et puis, si le temps nous permet aussi, on va s'intéresser à des ambitions, celles d'un grand monsieur, Eto'o. On va commencer déjà par la Ligue 1 Lunabé. Je pense que si la régie est prête, on va avoir ces images de l'AS Douane. C'est 0-0 quand même. AS Douane Majestic, c'était ce soir même. AS Douane Majestic, en tout cas, qui était donc comme également aussi un sommet du football burkinabé. Vous savez que l'AS Douane qui ambitionne d'être champion cette année, parce que vice-champion l'année dernière, eh bien, l'AS Douane, ça ne va pas au mieux. Et donc, il y avait une fatwa qui frappait l'entraîneur de l'AS Douane, donc Yaya Kone, qui avait 2 matchs pour prouver que l'AS Douane était capable d'aller chercher évidemment le titre. Eh bien, les 2 matchs, l'ultimatum c'était pour ce match face à Majestic Sporting Club. C'est vrai que l'AS Douane en tout cas a été assez conquérante,
mais au finish, le score était nul blanc, 0 but partout entre l'équipe de l'AS Douanes et Majestic, avec son joueur Yul Walter a véritablement secoué cette défense de l'AS Douanes, mais au finish, eh bien, je ne sais pas si l'entraîneur Yaya Kone sauve sa tête. Dans tous les cas, il avait 2 matchs, il a fait 2 matchs nuls. On ne sait pas ce que cela nous réserve, en tout cas au niveau des dirigeants. Yaya Kone, même qu'on va écouter, mais rapidement. Je pense qu'il y a eu assez de bonnes choses, notamment dans la tenue du ballon. On a essayé de mettre le pied sur le ballon pour essayer de faire douter un peu l'équipe adverse, essayer de chercher des points de déséquilibre et pouvoir porter l'estocade. Bon, ben, malheureusement, je pense qu'on avait en face aussi une équipe qui était bien organisée, et qui a su jouer dans un bloc bas, qui nous a vraiment empêché de pouvoir vraiment être plus efficace au niveau de la finition. Vous avez bien suivi, on tient bien le ballon. Maintenant, dans les 30 derniers mètres où il faut être vraiment efficace, on manque encore de punch, ça il faut le dire. Bon, on a des garçons comme Banou qui vient d'arriver. Bon, je pense qu'il a besoin d'un maximum de matchs pour pouvoir vraiment trouver son véritable rythme. Donc c'est ce qui explique cela, que voilà, nous manquons un peu de mordant au niveau de la finition. Sinon, nous y travaillons. Chaque semaine, nous mettons un point d'honneur à travailler les phases de finition. Mais voilà, je pense que les attaquants ont besoin de ce déclic-là, de ce but-là, qui va véritablement les libérer. Un but donc que Yaya Kone attend toujours, qu'on vient d'écouter, de l'AS Douanes, l'entraîneur. Un déclic en tout cas qui n'est pas encore là, mais qui met toujours l'entraîneur de l'AS Douanes sous pression, qui, il faut le rappeler, son contrat se termine à la fin de cette année. C'est ça. D'autres résultats. D'autres résultats. Kiko FC, sur ses installations, a pris le meilleur sur l'AS Police à 2-1. L'ASK et Vitesse se sont tenus 0 but partout. L'ASEC de Koudougou a chuté à domicile face au RCB qui respire la grande forme, 1-0. Aswa Yenenga a battu Salitas, le leader, 1-0. En tout cas, Salitas est un peu en dedans depuis quelques temps dans le dur. Donc, demain à suivre le match AS Sonabel RCK, étoile filante de Ouagadougou USFA au stade Youssouf Joseph Konombo. Et puis du côté de Bobo Dioulasso, on aura donc la rencontre entre Royal FC et l'ASFB. Voilà pour être complet sur le Face au Foot Lonabi. Et puis des ambitions, je le disais en introduction, pour vous, celui d'un grand monsieur, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, en tout cas, a déposé sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football mercredi dernier. Il faut dire que Samuel Eto'o sera opposé à Seydou Mbombo Ndjoa, le président sortant de la FECAFOOT. Est-ce que cela va suffire pour que Samuel Eto'o soit candidat à la Fédération camerounaise de football? Rien n'est moins sûr, parce que au niveau des conditions d'éligibilité, en tout cas, il faut être camerounais et ne pas avoir la double nationalité, quand on sait que le Camerounais a la nationalité espagnole parce qu'il a joué du côté du FC Barcelone. Non pas parce qu'il a joué, mais il a acquis la nationalité espagnole aussi entre-temps. L'élection est prévue pour le 11 décembre prochain. Dans tous les cas, Samuel Eto'o a été reçu aujourd'hui en audience par le président pas le président de la commission, mais le président de la Cour constitutionnelle du Cameroun. Certains, en tout cas, y voient véritablement un lobbying pour qu'il soit candidat. Est-ce que cela va être suffisant? Rien n'est moins sûr, mais on peut peut-être faire un parallèle avec Didier Drogba, comme quoi évidemment leur destin semble être lié, Samuel Eto'o et Didier Drogba qui était candidat déclaré à l'élection de la Fédération ivoirienne de football. On a vu tout ce que cela a donné. La Fédération ivoirienne est sous normalisation, qui attend également aussi donc son élection. Est-ce que Eto'o et Drogba finalement seront élus président de la Fédération camerounaise et ivoirienne de football? On va attendre de voir. Wait and see, comme on le dit, et on va sûrement aborder le moment venu ces actualités-là dans ce JDS, dans ce rendez-vous. Merci bien. À vous. Merci Claude d'être passé sur ce plateau, et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce JDS, journal du dimanche au soir. On prend ici et maintenant congé de vous, et d'ici dimanche prochain, portons-nous bien.